deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Serge Dossou-Yovo, consultant en politique de développement. Monsieur Oumar Diop, consultant en finance. Notre éditorialiste Gracien Roukindi-Kiza. Alors juste avant la pause, nous parlions de ce forum de Dakar consacré à la sécurité de manière générale en Afrique. Mais nous avons décidé de parler véritablement du terrorisme. Monsieur Diop, vous vouliez intervenir sur ce que disait Gracien? Oui, alors moi ce que je voulais dire simplement, c'est que les problèmes africains se règlent entre Africains. Il n'y a aucun organisme au monde qui va venir régler les problèmes à la place des Africains. Ça n'arrivera jamais. La stratégie aujourd'hui du G5, moi je me pose la question aujourd'hui de l'utilité du G5 en excluant certains pays qui sont frappés par le terrorisme et dont le pays aujourd'hui qui organise le forum. Donc pour moi ça manque énormément de sérieux. On peut se retrouver tous les ans, on fait des forums, on parle, ensuite on range, ça ne servira à rien du tout. Le G5 aujourd'hui a été organisé par la France. C'est la France qui a créé le G5. Pour faire plaisir au Sénégal, on dit que le président Macky Sall a inventé le forum. Pour faire plaisir au Sénégal, on organise le forum où tous les ans, on répète ce qu'on avait dit l'année précédente. Donc moi, je pense que tout ça, ça manque du sérieux. Il faut aujourd'hui des stratégies claires pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas au sein du continent africain. Alors, vous parlez justement du G5. Il y a quelques semaines, pour demander le financement du G5, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'est fait le représentant de cette force. Voilà, lors du lancement de la première force, elle a été très étroitement liée à la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme. Il faut bien sûr une collaboration entre les États, mais est-ce que quand même le partenariat France et les pays africains ne dépasse pas ce cadre de la coopération? Est-ce que les pays africains, les chefs d'État africains ne sont pas en train de déléguer leurs responsabilités à la France? Oui, ça se voit. Beaucoup de pays africains, ils ont délégué leurs responsabilités monétaires à la France, leurs responsabilités sécuritaires à la France, et d'autres même, voire politiques. Ce n'est pas compréhensible que ce soit un ministre français, un ministre d'un ancien pays colonisateur qui intervient pour demander un financement destiné à l'Afrique. Les Africains, ils ont leur voix, ils peuvent parler. On n'a pas besoin de... Pour moi, c'est une façon vraiment de se ridiculiser. Les Africains, ils ont assez de moyens. Je suis convaincu qu'on n'a même pas besoin de l'argent qui vient de l'étranger. On a besoin de bien gérer ce que nous avons pour qu'on finance ce dont on a besoin. Intervenir dans le Sahel, les moyens qui sont utilisés, ce sont des moyens des pays, ce sont des moyens, on a des militaires qui sont là, qui ne se battent pas. Ces militaires, ils ont été entraînés pour se battre, ils ont des cartouches, il faut qu'ils aillent sur le front contre ce terrorisme. On n'a pas besoin, par exemple, des Français. Regardez bien, partout où il y a l'intervention internationale, étrangère, hors de l'Afrique, ils n'ont jamais réglé un conflit. Alors justement, ça m'amène à cette question. La France, on le sait, a dépêché les premières opérations contre le terrorisme, c'était en 2013 au Mali dans le cadre de la force Serval. On sait aujourd'hui que la menace terroriste est toujours là. Quelle pertinence de la présence militaire de la France en Afrique au jour d'aujourd'hui? Moi, je reprends, si vous permettez, moi je crois que celui qui initie une action sait pourquoi il a initié et utilise les autres à ses intérêts propres. Et je crois que c'est dans ce contexte que nous sommes actuellement. Les Français ont initié ce regroupement. Comme disait M. Diouf tout à l'heure, ils ont écarté les pays qui sont les plus... Monsieur Diouf. Ils ont écarté les pays les plus concernés, mais parce que la question du terrorisme ne représente pas le même enjeu pour la France que pour les États africains. Donc les États africains doivent revenir sur eux-mêmes et être capables de mesurer l'impact de ce fléau, de ce phénomène chez eux. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont être en mesure de poser leurs problèmes et de prendre le taureau par les cornes face à une France qui mène sa politique à elle. Si les terroristes l'embêtent sur un terrain et du coup pose des problèmes sur la rentabilité industrielle par rapport à la France va se déplacer et va exiger des moyens pour servir ses intérêts. On ne peut pas le lui reprocher. Par contre, ce qu'on peut reprocher aux nôtres, c'est de ne pas pouvoir faire le point à leur niveau et engager une stratégie commune ou individuelle, mais qui fasse réunir leurs intérêts et les défendre eux-mêmes. Gracien, vous voulez intervenir? Vraiment, il faut que les Africains, on dise la vérité entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'islamisme? Les islamistes qui sont descendus au Mali. On sait bien, il y avait un problème entre le président ITT
Toumani Touré et le président Sarkozy, parce que Toumani Touré ne voulait pas reprendre les gens qui étaient refoulés en France, qui soient renvoyés au Mali. En contrepartie, le président français de ce moment, Sarkozy, a refusé de continuer à aider le Mali à acheter des armes, à acheter des munitions. Ce qui fait que quand il y a eu les islamistes qui sont descendus, l'armée malienne n'avait pas les moyens pour se défendre. Et la France voyait bien que ces gens-là descendaient. C'est au moment où ils menaçaient Bamako, parce que ça menaçait leurs intérêts, qui sont intervenus. Mais au départ, ils ont laissé faire, ils savaient bien que les islamistes qui venaient de Libye descendaient, mais comme ils ont refusé les moyens, c'est parce qu'ils savaient bien ce qui allait se passer, et ils savaient bien qu'ils pouvaient intervenir après pour maintenir le statu quo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre qui a été gagné par l'armée malienne au Mali depuis que l'armée française est là. Oumar Diop. Oui, alors moi je ne suis en train de manquer de respect à personne, mais j'ai l'impression qu'en Afrique, tout ce qu'on fait, on le fait mal. Ça, c'est l'impression que j'ai. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je fais une analyse de façon libre et intellectuelle. Donc, j'analyse les choses qui sont faites par aujourd'hui les États africains. Même au niveau de la carte biométrique, aujourd'hui qui a été lancée, qui est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, il faut une coordination au niveau régional pour combattre le terrorisme. Mais l'idée elle-même, elle ne suffit pas. Il y a la façon de la mise en œuvre. Nous avons aujourd'hui un problème qui est très important en Afrique, en particulier au Sénégal, c'est l'état civil. Donc, ce qui est important dans une carte biométrique, ce n'est pas l'aspect marketing qu'on a mis en avant par tous les chefs d'État africains, c'est les données qui sont même inscrites dans la carte biométrique. Si on prend par exemple Oumar, qui est un Sénégalais, on l'arrête au Nigeria, on doit être capable d'identifier sa date de naissance, d'identifier là où il est né, toutes ses filiations. Alors qu'on a ce problème-là aujourd'hui au Sénégal, partout d'ailleurs en Afrique. Donc il faut aujourd'hui que nous fassions les choses sérieusement, que nous allons jusqu'au bout des choses, que chaque pays africain dans son domaine essaie de faire les choses sérieusement. Ensuite, il y a une coordination au niveau régional. Mais on revient à la même question, la question de moyens. Voilà. Parce que pour faire tout ce que vous dites là, il faut des compétences. Oui, mais il faut les former. On a les compétences, c'est les Africains. Pas toujours. Moi, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Pour aujourd'hui respecter les Sénégalais, je ne peux pas parler de question de moyens parce qu'on a mis énormément de milliards là-dessus. Donc, on a vu les résultats. Donc, on ne peut pas parler de moyens. Oui, à côté des moyens, il y a des stratégies qui sont claires. À quel résultat on est arrivé? Oui, mais... À un résultat, comme vous dites, qui est plus marketing qu'opérationnel. Voilà. Et pourquoi on ne l'a pas fait comme il fallait? Ce n'est pas juste une question de moyens parce qu'on va nous sortir des projets... Attention, quand je dis moyens, je ne dis pas que l'argent n'existe pas. Il y a des priorités. Je dis qu'il faut mettre l'argent qu'il faut là où il faut. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais que l'argent manque. Donc ça demande d'identifier les priorités. Ah oui, voilà. Identifier les priorités. Quels sont les défis? Tout ce qu'on fait, on le fait de façon sérieuse. Et on en vient à la stratégie, encore une fois. Voilà. On développe un pays avec une vision et une stratégie, ensuite il y a des mises en œuvre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on manque des stratégies qui sont claires. On ne peut pas se lever un bon jour, on se développe, ça n'existe nulle part. L'Afrique, là où elle est aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si aujourd'hui d'autres continents continuent à progresser, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé se lever pour dire que moi, je veux changer mon pays, moi, je veux changer mon continent. Aujourd'hui, nous, on n'a pas ça. Si on organise des forums, tous les gens ou tous les chefs d'État africains répètent les mêmes choses, ça ne sert à rien. Je suis vraiment désolé, ça ne sert à rien. Arrivé à un certain moment, il faut des évaluations. Voilà, dire que voilà les décisions qu'on a prises, qu'est-ce que ça a donné ou pas. C'est comme ça qu'on avance. Encore faut-il se demander pourquoi il n'y a pas d'évaluation. Un dernier mot peut-être. Oui, justement, le problème qui se pose en Afrique, on peut dire, bon, les chefs d'État, ils ne règlent pas le problème, mais il y a aussi le problème de l'Union africaine. À quoi sert l'Union africaine? C'est l'Union africaine qui devait harmoniser, parrainer, organiser ce genre de choses. Comme en Europe, il y a l'Union européenne qui organise, que ce soit au niveau de la sécurité. Gracien, vous savez bien que 60% du budget de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. On n'a pas besoin de ce 60% non. Parce que les 60% finalement, c'est de la corruption, c'est l'argent qui revient ici. Et c'est la fuite, des capitaux. Donc, les gens vous donnent leur argent pour faire quelque chose qu'ils vous indiquent. Pas pour faire ce que vous avez envie de faire. On n'a pas besoin de cet argent. Si vous n'avez pas envie de faire comme ils disent, vous prenez vos propres moyens et vous faites comme vous avez envie de faire. Et c'est là où je rejoins Oumar Diop, pour dire qu'il faut désormais que les pays africains se lèvent, réfléchissent, évaluent l'impact de ces fléaux sur eux, quels sont les vrais défis auxquels il faut faire face et de quelle manière il faut y aller. L'Union africaine, on sait très bien, ça fait des décennies que ça ne fonctionne pas. Et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à notre page économique dans notre grand angle.
Le Cap-Vert reçoit le soutien de la Banque africaine de développement. L'institution mobilise plus de 23 millions de dollars, un fonds destiné à soutenir les récentes réformes entreprises par le gouvernement capverdien. Idlet Mirabel Bissou nous en dit plus. C'est officiel, la Banque africaine de développement BAD et le Cap-Vert ont signé un accord de prêt de 20 millions d'euros. Ce prêt, octroyé le 6 novembre 2017, est destiné à renforcer l'économie du pays à travers la mise en œuvre du programme d'appui à la croissance économique. Il s'agit de manière plus précise d'appuyer les efforts des autorités dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et du cadre d'investissement public. Et quand la BAD investit comme ça dans un pays, ça veut dire quelque part aussi que la BAD considère que ce pays a énormément de potentiel pour pouvoir prétendre à améliorer d'une manière, avec un petit coup de main financier, son environnement des affaires et donc pouvoir attirer des investisseurs, créer des entreprises, créer de l'emploi, créer de la richesse. À travers ce prêt, la BAD, qui est aux côtés du Cap-Vert dans plusieurs projets économiques, va relever le double défi qui consiste à assainir la gestion des entreprises publiques et contribuer à créer les conditions pour l'émergence d'un secteur privé de plus en plus compétitif à travers le renforcement de l'entrepreneuriat inclusif. Des pays comme le Cap-Vert, qui sont des économies qui sont quand même très bien structurées, c'est un pays qui est extrêmement structuré. Quelqu'un qui va investir son argent a besoin d'être rassuré. Et quand on améliore l'environnement des affaires, c'est améliorer la justice, c'est lutter contre la corruption, c'est améliorer énormément de choses, des infrastructures, c'est même améliorer le niveau d'études, c'est-à-dire les qualités des ressources humaines. Et donc finalement, vous créez un environnement qui est extrêmement propice à ce qu'il y ait la création d'entreprises. L'accord de prêt signé entre la BAD et le Cap-Vert va contribuer à la modernisation du cadre législatif et réglementaire sur les partenariats publics-privés. Le pays prévoit aussi de rendre plus dynamique son économie avec l'amélioration de l'environnement des affaires ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat et la formalisation des activités du secteur informel. Oumar Diop, plus généralement sur l'économie capverdienne, ce sont des années de politique budgétaire contracyclique. Cette année, la croissance prévue est de 4% et pour l'année prochaine, 5,5%. Est-ce que le pays est en passe de surmonter la récente crise ? Alors moi, en général, je prends un peu de recul par rapport aux chiffres, les croissances 5%, 4%. Ah, bien sûr, ce ne sont que des chiffres, mais peut-être pour la population difficile encore. Ce n'est que des chiffres, mais les croissances qu'on dit, la population n'en bénéficie jamais. Donc tous les ans, on parle de 4%, 5%. Il faut qu'aujourd'hui, la vie des populations elle change. Si on finance aujourd'hui 23 milliards pour le Cap-Vert pour changer l'environnement des affaires, je ne sais pas trop quoi ça veut dire. Ça interpelle tout simplement aujourd'hui un phénomène qui est le cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Donc, c'est bien d'être financé, on a besoin de l'argent pour gérer les affaires. Mais les affaires extérieures, on n'a pas besoin de financement extérieur pour assainir les environnements des affaires. Aujourd'hui, le cancer de l'Afrique, c'est la corruption, c'est la malgouvernance. C'est aujourd'hui les projets qui ne sont pas priorisés. Donc, luttons contre cela, ensuite on verra pour le reste, mais c'est un problème la corruption en Afrique. Serge de Soyevo. Non, je crois que je rejoins Oumar sur un point. Il faut savoir concrètement à quoi correspond le fait de vouloir améliorer l'environnement des affaires. Il faut savoir quels sont les problèmes. Parce que ceux qui en parlent en général, ce n'est pas ceux qui sont sur le terrain économiquement. Il faut savoir quels sont les problèmes effectifs auxquels font face les entrepreneurs tous les jours. Je ne sais pas quelles sont les ressources du Cap-Vert, mais si je prends le Sénégal, par exemple, qui veut exporter vers un autre pays, ou même, parlons même du Cap-Vert, qu'est-ce qu'il veut l'exporter? Vers quel pays? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre en termes de normes, en termes de qualité, en termes d'infrastructures de transport, en termes d'emballage? Qu'est-ce qu'on veut résoudre avec cet argent en termes d'amélioration de l'environnement des affaires? On parle également de développement de l'entrepreneuriat inclusif. Ça veut dire qu'on veut permettre aux gens de commercer entre eux. De quoi est-ce qu'ils ont besoin en interne? Est-ce que ces évaluations ont été faites? Donc, c'est tous ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui, et je crois que c'est à ça que fait allusion Oumar, sur lesquels il faut se poser, avant d'obtenir les prêts ou les dons, de savoir exactement ce qu'on veut financer. Il y a une initiative... Oui, le Cap-Vert, c'est, disons, c'est une exception par rapport aux autres pays africains. Il y a certains pays qu'on peut citer, il y a le Cap-Vert, Namibie, Botswana,
où il y a une bonne gouvernance, une bonne pays qui marche relativement bien. Qui marche très bien, une bonne démocratie, une alternance, 2 partis politiques, il n'y a pas de problème politique dans le pays. Et il y a des efforts vraiment économiques pour relancer l'économie. Disons que pour le Cap-Vert, pour moi, ils ont mis beaucoup de moyens à certains moments. Et 2013-12, ils se sont beaucoup endettés, mais il n'y a pas eu de retour sur investissement. Il y a eu des mauvaises politiques économiques pour relancer l'économie. C'est aujourd'hui finalement qu'avant, parce qu'ils étaient à 0% de croissance. Et aujourd'hui, ils arrivent à 4-5%. C'est une bonne chose. Si aujourd'hui, cet appui budgétaire est destiné à relancer, disons, à penser autrement l'économie, le Cap-Vert ne peut pas se dire qu'il va exporter beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de production, à part la production agricole, le tourisme. C'est un pays qui peut beaucoup développer les services et qui a beaucoup de moyens. On voit un petit pays, je note souvent l'exemple du Rwanda. Le Rwanda n'exporte pas grand-chose, mais c'est un pays qui se développe beaucoup maintenant avec les services, avec au moins une production interne pour la consommation intérieure. Cela peut donner beaucoup de moyens. Le Cap-Vert, je pense, c'est un pays qui a besoin, disons, d'améliorer sa politique économique, mais qui a déjà sur la bonne voie au niveau de la gouvernance. Oumar Diop, une dernière question. 23 millions, c'est peu quand même, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était plus d'1 milliard pour le Gabon, il me semble 900 millions pour le Burkina Faso. Pourquoi juste 23 millions? Je suis d'accord avec vous, c'est très peu. Moi, j'étais surpris d'entendre le chiffre. Avec 23 milliards pour un pays, je ne vois pas ce qu'on peut faire grand-chose. Ce qui est formidable en Afrique, c'est qu'on n'a pas besoin de diagnostic. Dans tous les pays africains, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, on a un problème de bancarisation, on a des problèmes avec notre agriculture. Et un gros problème, l'instabilité sociopolitique. Comptez-moi avec les mains avec les doigts d'une seule main, les pays africains qui sont aujourd'hui stables politiquement. Il n'y en a pas beaucoup, alors que nous sommes à 54 pays africains. On a aujourd'hui un grand problème aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas les débats du jour, le franc CFA, etc. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est aujourd'hui qu'on développe nos agricultures. La priorité, c'est aujourd'hui, c'est de lutter contre la bancarisation qui est extrêmement faible, qui prive aujourd'hui les PME et les TPE de s'insérer dans l'économie africaine. On a ces problèmes-là. Et la corruption, qui est la mère de toutes les corruptions, parce que tous les chefs d'État africains et les politiques qui parlent d'anticorruption aujourd'hui, ils ne sont pas clairs dans leur stratégie. Pour définir tout ça, il faut... Justement, vous avez aujourd'hui des instruments politiques qui sont utilisés. Je ne vais pas citer des pays pour en citer, mais des instruments politiques qui sont utilisés aujourd'hui juste pour servir des partis qui sont au pouvoir. Quand c'est mon copain qui fait quelque chose, je n'ai rien vu. Quand c'est quelqu'un d'autre, je le mets en prison. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et le monde entier nous regarde. On a des problèmes là-dessus. Il faut corriger cela, sinon on n'ira nulle part. Une courte pause. On se retrouve tout de suite avec nos invités sur ce plateau.